Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit franchement. Quelque chose que les psys murmurent entre eux dans les couloirs des hôpitaux, quelque chose que les hommes savent instinctivement mais que la société vous a appris à ignorer, et ce silence complice et dangereux, vous coûte chaque jour un peu plus de votre bonheur, de votre désir d'être aimé, de votre capacité à attirer ce que vous méritez vraiment. Je vais briser ce silence aujourd'hui, pas avec des gants, pas avec des formules polies, avec la vérité, et la vérité parfois ça fait mal avant de faire du bien. Je suis psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. J'ai écouté des milliers de femmes dans mon cabinet. Des femmes brillantes, sensibles, courageuses. Des femmes qui avaient tout pour être heureuses et qui pourtant souffraient en silence. Et dans la majorité des cas, la source de cette souffrance n'était pas leur passé, pas leur enfance difficile, pas leur ex-mari. La source de cette souffrance, c'était quelque chose qu'elles disaient, quelque chose qu'elles révélaient trop facilement, trop tôt, trop souvent. Des informations sur elles-mêmes qu'elles partageaient sans réfléchir aux conséquences. Et ces révélations, ces confidences mal placées, ces vérités dites au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise personne, leur coûtaient leur pouvoir, leur mystère, leur attractivité et parfois leur relation. Imaginez une femme, appelons-la Claire, elle a 52 ans, elle est intelligente, elle a élevé 2 enfants, elle a géré une carrière, une maison, des crises, des deuils, des joies. Elle est comme vous peut-être une femme complète dans tous les sens du terme. Et un soir, lors d'un dîner avec son mari ou avec un homme qu'elle commence à fréquenter dans un moment de confiance, dans un élan de sincérité, elle dit quelque chose, une petite phrase, un aveu, une confidence. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change dans le regard de cet homme. Pas dramatiquement, pas brutalement, mais quelque chose se déplace, un équilibre se rompt. Et Claire ne comprend pas pourquoi. Elle a été honnête, elle a été vraie, elle a été elle-même. Et pourtant, elle a perdu quelque chose d'essentiel sans même s'en rendre compte. Ce scénario, je l'ai entendu des centaines de fois dans mon cabinet. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe, pourquoi cela se passe et surtout quelles sont ces 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne si vous voulez préserver votre pouvoir, votre attractivité, votre dignité et votre capacité à être aimé profondément et durablement. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous traversez ou avez traversé une période difficile dans votre vie amoureuse, peut-être une séparation, peut-être une relation qui s'est refroidie, peut-être une solitude qui pèse plus que vous ne voulez l'admettre. Et je veux que vous sachiez ceci, et je veux que vous l'entendiez vraiment, pas comme une formule de politesse, mais comme une vérité clinique que j'ai vérifiée des milliers de fois dans ma pratique. Les femmes de 45 à 60 ans sont les êtres humains les plus sous-estimés de notre société. Vous avez une maturité émotionnelle, une profondeur, une résilience, une intelligence relationnelle que la plupart des hommes de votre âge n'ont tout simplement pas encore atteinte. Vous n'êtes pas en déclin. Vous êtes à votre apogée et ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous aider à le démontrer au monde entier. Maintenant, parlons de l'urgence de la situation, parce qu'il y a une urgence. Et je ne dis pas cela pour vous faire peur inutilement. Je dis cela parce que chaque jour qui passe, c'est sans que vous compreniez ces mécanismes et c'est un jour où vous risquez de commettre ces erreurs de communication qui coûtent si cher. Si vous avez un ex-mari ou un ex-compagnon ou un homme qui compte pour vous et dont vous vous êtes séparé ou une relation qui s'est dégradée, sachez ceci. Les hommes, contrairement à ce que l'on croit, ne restent pas dans le vide émotionnel très longtemps. Ils avancent, ils rencontrent d'autres femmes. Et ces femmes, parfois, font instinctivement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Elles ne révèlent pas ces 7 choses et cela les rend mystérieuses, désirables, irrésistibles. Et pendant ce temps, si vous continuez à faire les mêmes erreurs, à dire les mêmes choses, à vous révéler de la même façon maladroite, vous regarderez de loin cet homme construire une vie heureuse avec quelqu'un d'autre. Et vous vous demanderez pourquoi. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle est heureuse et pas moi? Et la réponse sera là, dans ces 7 phrases, dans ces 7 révélations que vous aurez faites et qu'elle n'aura pas faites. Ce n'est pas une question de beauté physique, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de connaissance. Et cette connaissance, vous allez l'avoir aujourd'hui. Alors restez avec moi. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer le cours de votre vie amoureuse et sociale. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, faites-le maintenant. Pas parce que je vous le demande par politesse, mais parce que ce que je partage ici chaque semaine, c'est le résultat de 30 ans de pratique clinique, de recherche en psychologie, de lecture scientifique et de conversations profondes avec des milliers de patients. Ce n'est pas du contenu de divertissement, c'est un outil de transformation et vous méritez d'avoir accès à ces outils régulièrement. Abonnez-vous, activez la cloche.
Et partagez cette vidéo avec une femme que vous aimez et qui a besoin d'entendre cela. Parce que parfois le meilleur cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est une vérité bien dite. Revenons maintenant à notre sujet. C'est 7 choses que vous ne devez jamais dire à personne. Et quand je dis personne, je veux dire ni à votre ex, ni à un nouvel homme dans votre vie, ni à vos amis trop bavards, ni sur les réseaux sociaux, ni dans un moment de colère, ni dans un moment de vulnérabilité excessive. Ces 7 choses, une fois dites, ne peuvent pas être effacées. Elles restent, elles marquent, elles transforment la façon dont on vous perçoit et pas dans le bon sens. La première chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est à quel point vous avez souffert à cause d'un homme. Attendez, avant de vous mettre en colère contre moi, laissez-moi vous expliquer. Je ne dis pas que votre souffrance n'est pas réelle, elle l'est. Je ne dis pas que vous ne devez jamais en parler. Vous devez en parler avec un thérapeute, avec une amie de confiance, dans un journal intime. Mais il y a une différence fondamentale entre traiter votre douleur et la porter comme une étiquette. Quand vous dites à un homme, que ce soit votre ex ou un nouvel homme, que vous avez terriblement souffert à cause d'un autre homme, que vous avez pleuré pendant des mois, que vous avez cru ne jamais vous en remettre, vous pensez peut-être que vous êtes honnête, que vous lui montrez votre profondeur émotionnelle, que vous lui faites confiance. Et c'est vrai, vous faites tout cela. Mais voici ce que vous ne voyez pas. Du point de vue de la psychologie masculine, et j'insiste sur ce point parce que c'est crucial, un homme qui entend cela n'entend pas votre profondeur, il entend votre fragilité, il n'entend pas votre confiance. Il entend votre besoin. Et le besoin, dans la dynamique de l'attraction, est l'un des plus grands répulsifs qui existent. Non pas parce que les hommes sont cruels, mais parce que l'attraction fonctionne sur la base de l'équilibre et du mystère. Et quand vous lui montrez que vous avez été brisé, il voit une femme qui pourrait être brisée à nouveau. Et inconsciemment, il recule. Il y a une patiente que j'ai suivie pendant 2 ans. Une femme extraordinaire, 54 ans, ancienne directrice commerciale, une présence magnétique, un humour dévastateur. Elle venait de divorcer après 20 ans de mariage et elle était déterminée à retrouver l'amour. Et à chaque premier rendez-vous, elle racontait son divorce en détail. Avec les trahisons, avec les nuits sans sommeil, et les hommes ne rappelaient pas, elle ne comprenait pas, elle disait « mais je suis honnête, je ne veux pas commencer une relation sur des mensonges ». Et je lui expliquais que l'honnêteté et la stratégie ne sont pas des ennemis. On peut être honnête et savoir quand parler de quoi. La souffrance passée, ça se partage quand la confiance est construite. Pas au premier rendez-vous, pas dans les premières semaines et certainement pas comme introduction à qui vous êtes. Votre souffrance fait partie de vous, oui, mais elle n'est pas vous. Vous êtes tellement plus que ce que vous avez traversé. Et la femme que vous voulez projeter, la femme qui attire, qui fascine, qui inspire le désir et le respect, c'est la femme qui a traversé la tempête et qui se tient debout. Pas celle qui montre encore les cicatrices à chaque rencontre. Pratiquement, voici ce que vous faites. Quand quelqu'un vous demande comment s'est passé votre mariage ou votre relation précédente, vous dites simplement « c'était une belle expérience qui m'a beaucoup appris sur moi-même ». Il y a eu des moments difficiles, comme dans toute relation longue, mais j'en suis sortie plus forte et plus claire sur ce que je veux. Point. Pas de détails, pas de larmes, pas de liste des torts de l'autre. Juste cette phrase dite avec calme et un léger sourire, et observez comment cela change la dynamique. La deuxième chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos insécurités physiques. Je sais ce que vous allez dire, mais Christophe, l'authenticité, la vulnérabilité, c'est important dans une relation. Et vous avez raison, à sa place et à son moment. Mais il y a une différence entre la vulnérabilité authentique et l'autosabotage déguisé en authenticité. Quand vous dites « je n'aime pas mon ventre » ou « j'ai l'impression que je grossis depuis la ménopause » ou « mes bras ne me plaisaient plus », vous pensez peut-être que vous êtes naturelle, accessible, humaine. Et c'est vrai, vous l'êtes. Mais voici ce qui se passe dans le cerveau de celui qui vous écoute. Vous lui donnez une liste de défauts qu'il n'avait peut-être pas encore remarqués. Vous lui apprenez à vous regarder avec un regard critique et vous lui signalez que vous n'êtes pas à l'aise dans votre propre corps. Et l'inconfort dans son propre corps est l'une des choses les moins attrayantes qui soient, non pas parce que votre corps n'est pas beau, mais parce que l'attraction passe d'abord par la façon dont vous habitez votre corps, pas par la forme de ce corps. J'ai une amie, une femme que j'admire profondément, 60 ans, une beauté singulière et puissante. Elle a ce que notre société appelle un corps imparfait. Elle a des rondeurs, des rides, des cheveux gris qu'elle porte avec une fierté absolue. Et les hommes sont fascinés par elle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a jamais dit une seule fois dans sa vie « je n'aime pas mon corps ».
Elle l'habite, elle le porte, elle le présente au monde comme une œuvre d'art qui lui appartient. Et cela, c'est irrésistible. La science confirme cela. Des études en psychologie sociale montrent que la confiance corporelle, c'est-à-dire la façon dont une personne se meute, s'étient, occupe l'espace, est beaucoup plus prédictive de l'attractivité perçue que les caractéristiques physiques objectives. Vous pouvez avoir le corps parfait selon les standards de la mode et être perçu comme peu attrayante si vous le portez avec honte. Et vous pouvez avoir un corps qui ne correspond à aucun standard et être perçu comme absolument magnétique si vous le portez avec amour et assurance. Pratiquement, voici ce que vous faites. La prochaine fois que vous avez envie de critiquer votre corps devant quelqu'un, que ce soit un homme, une amie ou même vos enfants, vous vous arrêtez, vous respirez. Et vous dites intérieurement, ce corps m'a porté à travers des décennies de vie, il mérite mon respect. Et si vous ne pouvez pas encore ressentir cela, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la rééducation mentale, et ça marche. La troisième chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est votre niveau exact de solitude. Voilà quelque chose de délicat et d'important. La solitude est une expérience humaine universelle, tout le monde la ressent. Et dans notre société qui glorifie l'agitation et la connexion permanente, avouer sa solitude demande du courage. Mais il y a une différence entre dire j'apprécie mes moments seuls et j'ai aussi envie de partager ma vie avec quelqu'un et dire je suis seul depuis 3 ans et les week-ends sont insupportables ou je n'ai personne. Appeler quand je vais mal. La première phrase est une invitation, la seconde est une alarme. Quand vous révélez votre solitude dans toute son intensité, surtout tôt dans une relation ou une reconquête, vous faites peser sur l'autre une responsabilité émotionnelle énorme. Vous lui dites implicitement « tu es mon seul espoir » et personne ne veut être l'unique espoir de quelqu'un. C'est une pression immense. Et les hommes en particulier, qui ont souvent une relation plus défensive avec les besoins émotionnels, vont reculer devant cette pression. Non pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils se sentent dépassés avant même d'avoir commencé. Il y a un paradoxe magnifique que j'ai observé dans ma pratique. Les femmes qui semblent les moins solitaires, qui ont une vie bien remplie, des projets, des passions, des amis, des activités, sont celles qui attirent le plus facilement une présence masculine dans leur vie. Non pas parce qu'elles ont besoin de moins d'amour, mais parce qu'elles projettent une image d'abondance plutôt que de manque. Et l'abondance attire, le manque repousse. C'est une loi psychologique aussi fondamentale que la gravité. Voici ce que vous faites pratiquement. Construisez une vie que vous aimez indépendamment de la présence ou de l'absence d'un homme. Pas pour faire semblant. Pas pour jouer un rôle, mais parce que vous le méritez, parce que votre bonheur ne devrait pas dépendre d'une seule variable. Et quand vous aurez cette vie, quand vous aurez ces activités, ces passions, ces connexions, vous n'aurez plus besoin de cacher votre solitude, parce qu'elle sera devenue une solitude choisie, une solitude qui vous ressource, une solitude qui vous appartient. Et cela changera tout. Maintenant, j'ai besoin que vous restiez avec moi parce que nous n'avons pas encore atteint le cœur du sujet. Les 3 prochaines choses que je vais vous révéler sont, à mon avis, les plus importantes et les plus subtiles, les plus méconnues et les plus coûteuses quand on les ignore. Alors ne passez pas à autre chose. Parce que ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est le genre de connaissances que les femmes les plus épanouies et les plus désirées ont intégrées, souvent par intuition, parfois par expérience, douloureuse, mais que personne ne leur a jamais expliqué clairement. Aujourd'hui, je vous l'explique clairement. Mais d'abord, une question. Avez-vous déjà eu cette sensation, après avoir trop parlé de vous-même, de vous être senti étrangement vidé, comme si vous aviez donné quelque chose d'important sans le vouloir vraiment? Comme si vous aviez ouvert une porte que vous auriez préféré garder fermée? Si oui, vous avez déjà ressenti intuitivement ce dont je parle. Et dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre exactement pourquoi vous avez ressenti cela. La 4e chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est vos fantasmes ou désirs les plus profonds concernant l'avenir de votre relation. Attention, je ne parle pas de vos valeurs ou de vos besoins fondamentaux. Ces choses-là, vous devez les communiquer clairement et sans honte. Je parle de quelque chose de plus spécifique. Je parle de ce moment où, dans un élan d'enthousiasme ou d'espoir, vous décrivez en détail la vie que vous imaginez avec quelqu'un, la maison que vous voudriez partager, les voyages que vous feriez ensemble, la façon dont vous vous imaginez dans 5 ans à ses côtés. Ce genre de révélation faite trop tôt crée ce que les psychologues appellent une pression de projection. Vous projetez sur l'autre une vie entière avant même qu'il ait décidé s'il veut être avec vous et cela crée une dynamique très particulière et très défavorable. Voici pourquoi. L'attraction masculine, et je le dis avec toute la rigueur scientifique que ma formation me permet, fonctionne largement sur la base de la progression et de la conquête.
Un homme a besoin de sentir qu'il avance vers quelque chose qu'il découvre progressivement, qu'il construit. Quand vous lui présentez l'image complète et détaillée de votre futur imaginaire ensemble, vous lui retirez le plaisir de la découverte, vous lui retirez le sentiment d'avancer. Et vous le mettez dans une position inconfortable où il doit soit valider cette image, ce qui est une pression énorme, soit la rejeter, ce qui crée une rupture émotionnelle. J'ai traité des dizaines de femmes qui se demandaient pourquoi des hommes disparaissaient après quelques semaines de relations apparemment très prometteuses. Et dans la plupart des cas, en analysant les conversations, on trouvait ce moment précis où la femme avait décrit en détail son futur imaginaire. Et l'homme, qui n'était pas encore prêt à se projeter à ce niveau, avait ressenti une pression qu'il ne savait pas gérer autrement qu'en disparaissant. Ce que vous faites à la place, c'est laisser le futur se construire naturellement par des actions et des expériences partagées, plutôt que par des mots et des projections. Quand vous avez envie de parler du futur, vous posez des questions plutôt que vous ne faites des déclarations. Vous dites qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie en ce moment plutôt que dans 5 ans j'aimerais vivre à la campagne et avoir un jardin avec toi. La question invite, la déclaration oblige. Et vous voulez inviter, pas obliger. La 5e chose que vous ne devez jamais dire à personne, et celle-ci va peut-être vous surprendre, c'est à quel point vous êtes disponible. La disponibilité totale et affichée est l'un des signaux les plus contre-productifs que vous puissiez envoyer dans une dynamique d'attraction. Je ne parle pas de jouer des jeux. Je ne parle pas de faire semblant d'être occupé quand vous ne l'êtes pas. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus réel. Je parle de la valeur perçue. Et la valeur perçue est directement liée à la rareté. En économie, c'est un principe fondamental. Un bien rare est plus précieux qu'un bien abondant. En psychologie sociale, ce principe s'applique aussi aux relations humaines. Une personne qui est toujours disponible, qui répond immédiatement à chaque message, qui annule ses plans pour s'adapter aux désirs de l'autre, qui se plie en 4 pour être là à chaque moment, envoie un signal très clair « je n'ai rien d'autre dans ma vie que cette relation ». Et cela réduit sa valeur perçue de façon dramatique. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose. Cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux de pouvoir stupides. Cela ne signifie pas que vous devez être froide ou distante. Cela signifie que vous devez avoir une vie réelle et riche en dehors de cette relation. Des engagements, des passions, des amis, des projets. Et que ces choses ont de la valeur pour vous, pas comme stratégie, comme réalité. Quand vous dites à un homme « je suis libre tous les week-ends » ou « je peux m'adapter à n'importe quel horaire » ou « tu peux m'appeler à n'importe quelle heure », vous lui dites implicitement que votre vie est vide en dehors, dès lui. Et c'est là, combiné avec les autres révélations dont nous avons parlé, crée un tableau très peu attrayant. Non pas parce que vous êtes peu attrayante, mais parce que vous lui donnez l'image d'une femme qui a besoin de lui pour exister. Et personne ne veut être le oxygène de quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité écrasante. Pratiquement, ce que vous faites, c'est maintenir vos engagements et vos activités, même quand une relation commence. Vous ne sacrifiez pas vos dîners avec vos amis pour un rendez-vous de dernière minute. Vous ne renoncez pas à votre cours de yoga pour être disponible et vous ne répondez pas à chaque message dans les 30 secondes. Non pas parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous avez une vie qui compte. Et cette vie qui compte vous rend infiniment plus désirable. Voici un fait qui va peut-être vous choquer. Des recherches en psychologie montrent que les hommes, mais aussi les femmes, trouvent les partenaires potentiels beaucoup plus attrayants quand ils perçoivent que ces partenaires ont d'autres options, d'autres engagements, d'autres désirs que simplement être avec eux. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie, c'est de la psychologie évolutive et vous pouvez travailler avec ces mécanismes plutôt que contre eux. La 6e chose que vous ne devez jamais dire à personne, c'est le nombre exact de vos relations passées et leurs détails intimes. Je sais. Encore une fois, vous allez peut-être vous dire, mais l'honnêteté, l'authenticité, et je vous réponds la même chose. L'honnêteté est une valeur, la stratégie communicationnelle est une compétence. Les deux ne sont pas incompatibles, mais elles ne sont pas non plus synonymes. Quand vous donnez à quelqu'un le nombre exact de vos relations passées, les raisons précises de chaque rupture, les détails des torts de chaque ex-partenaire, vous faites plusieurs choses problématiques simultanément. Premièrement, vous lui donnez des informations qu'il va interpréter à travers ses propres filtres et préjugés, souvent de façon défavorable pour vous. Deuxièmement, vous établissez un précédent de transparence totale qui peut devenir une attente envahissante. Troisièmement, et c'est le plus important, vous lui permettez de vous comparer à une image idéale qu'il a dans la tête et cette comparaison ne vous servira jamais. Il y a aussi quelque chose de plus subtil. Quand vous parlez longuement de vos sexes, même pour les critiquer, même pour dire qu'ils étaient terribles, vous maintenez leur présence dans la relation actuelle, vous leur donnez de l'espace dans votre vie présente.
Et l'homme qui est en face de vous ne veut pas partager cet espace avec des fantômes du passé. Ce que vous faites à la place, c'est parler de vos relations passées de façon générale et positive, ou du moins neutre. Vous avez eu des relations, certaines ont été belles, certaines ont été douloureuses, toutes vous ont appris quelque chose. Point, vous n'êtes pas obligé de donner un inventaire. Vous n'êtes pas en train de passer un entretien d'embauche. Vous êtes une femme avec une histoire riche et complexe, et cette histoire vous appartient. Vous en partagez ce que vous choisissez de partager, quand vous le choisissez, avec qui vous le choisissez. Et maintenant, avant de vous révéler la 7e chose, la plus importante et celle que presque personne ne mentionne et qui est pourtant la plus dévastatrice quand on l'a dit, je veux vous poser une question. Est-ce que vous réalisez, vraiment réalisez, à quel point vous êtes précieuse? Pas précieuse au sens romantique du terme, précieuse au sens littéral, au sens de valeur réelle, mesurable, incontestable. Vous avez traversé des décennies de vie, vous avez géré des crises que la plupart des hommes de votre âge n'auraient pas su gérer. Vous avez une intelligence émotionnelle qui est scientifiquement parlant supérieure en moyenne à celle des hommes. Vous avez une capacité à la connexion, à l'empathie, à la résilience qui est extraordinaire. Et malgré tout cela, notre société vous a conditionné à vous voir comme un déclin, comme moins désirable, comme moins importante à partir d'un certain âge. C'est un mensonge culturel, économique et psychologiquement destructeur, et je refuse de le perpétuer. Les femmes de 45 à 60 ans que j'ai connues dans ma pratique clinique, dans ma vie personnelle, dans mes recherches, sont parmi les personnes les plus fascinantes et les plus attrayantes que j'ai jamais rencontrées. Pas malgré leur âge, à cause de leur âge, à cause de tout ce qu'elles ont vécu, intégré, surmonté. Et la connaissance que je vous partage aujourd'hui n'est pas destinée à vous transformer en quelqu'un d'autre. Elle est destinée à vous aider à être pleinement vous-même sans les erreurs de communication qui sabotent cette magnificence. Alors voici la 7e chose, la plus importante. Celle que vous ne devez jamais dire à personne et qui est pourtant la chose que les femmes en souffrance disent le plus souvent, le plus instinctivement, le plus automatiquement. Cette chose, c'est votre désespoir. Votre sentiment que c'est peut-être votre dernière chance, votre peur de rester seul pour toujours, votre conviction que si cette relation ne fonctionne pas, rien ne fonctionnera plus jamais. Je vais vous dire quelque chose de difficile à entendre, mais qui vient d'un lieu de profond respect pour vous. Quand vous opérez depuis un lieu de désespoir, même si vous ne le dites pas explicitement, cela se voit. Cela se sent. Cela transpire dans chaque interaction, dans chaque message, dans chaque regard. Les êtres humains sont extraordinairement sensibles aux signaux de désespoir. Nous avons des millions d'années d'évolution qui nous ont appris à détecter la vulnérabilité, le besoin excessif, l'anxiété d'attachement. Et quand ces signaux sont présents, ils déclenchent soit une réaction de protection, soit une réaction de fuite, rarement une réaction d'attraction. Le désespoir amoureux à Saint-Cointan, je l'ai vu dans mon cabinet des centaines de fois, et il a toujours la même origine, la conviction que le temps est contre vous, que les meilleures années sont derrière, que le marché amoureux, pour utiliser cette expression horrible mais révélatrice, ne vous veut plus. Et cette conviction, cette croyance profonde et souvent inconsciente, crée une urgence qui sabote chaque relation avant même qu'elle commence. Voici la vérité. Le temps n'est pas votre ennemi, le temps est votre allié. Chaque année qui passe vous rend plus intéressante, plus profonde, plus capable d'une vraie connexion. Les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes que j'ai observées dans ma pratique clinique sont souvent celles qui commencent après 50 ans. Pourquoi? Parce que les deux partenaires savent qui ils sont. Ils n'ont plus le temps pour les jeux, ils veulent du réel et le réel, c'est exactement ce que vous avez à offrir. Mais pour cela, vous devez abandonner le désespoir. Pas en le niant, pas en faisant semblant qu'il n'existe pas, mais en le travaillant, en le comprenant, en le transformant. Et la première étape de cette transformation, c'est de ne jamais le verbaliser à quelqu'un qui pourrait en être affecté négativement. Votre thérapeute, oui. Votre journal intime, oui. L'homme que vous voulez séduire ou reconquérir, absolument non. Pratiquement, voici ce que vous faites. Chaque fois que vous sentez monter cette pensée, c'est peut-être ma dernière chance, vous la remplacez par celle-ci. Je suis une femme de valeur et j'attire ce que je mérite. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la réconfiguration cognitive. C'est une technique que nous utilisons en thérapie cognitive et comportementale. Et elle fonctionne, pas immédiatement, pas parfaitement. Mais progressivement, avec de la pratique, elle change la façon dont vous vous percevez. Et quand vous changez la façon dont vous vous percevez, vous changez la façon dont les autres vous perçoivent. Maintenant, je veux approfondir quelque chose d'essentiel, parce que vous pourriez penser, d'accord Christophe, j'ai compris ce que je ne dois pas dire.
Mais comment est-ce que je construis une vraie connexion si je ne me révèle pas? Et c'est une excellente question. La vraie connexion, la connexion profonde et durable, ne se construit pas par la révélation totale et immédiate. Elle se construit par la progression, par la confiance gagnée au fil du temps, par les actions plutôt que par les mots, par les expériences partagées plutôt que par les confessions. Pensez à la façon dont les grains des amitiés se construisent, pas en se racontant tout dès le premier jour, mais en passant du temps ensemble, en traversant des situations variées et se montrant fiables, présentes, intéressantes et intéressées. Les relations amoureuses profondes se construisent de la même façon. Et les femmes qui comprennent cela, qui savent doser la révélation, qui savent créer et maintenir le mystère tout en étant authentiques, ces femmes sont irrésistibles à tout âge. Le mystère, je veux m'arrêter sur ce mot parce qu'il est souvent mal compris. Le mystère ne signifie pas être distante ou froide. Le mystère ne signifie pas mentir ou manipuler. Le mystère, dans le sens psychologique du terme, signifie ne pas tout montrer d'un coup. Signifie laisser des espaces et vides que l'autre a envie de remplir. Signifie être suffisamment présente pour être désirée et suffisamment absente pour être cherchée. C'est un équilibre délicat et c'est un art. Et comme tout art, il s'apprend. Voici un exercice concret que je donne à mes patients. Pendant une semaine, avant de partager quelque chose sur vous-même, posez-vous cette question. Est-ce que je partage cela parce que c'est le bon moment et la bonne personne, ou est-ce que je partage cela parce que j'ai besoin d'être entendu, validé, rassuré? Si la réponse est la deuxième option, attendez. Pas parce que vos besoins ne sont pas valides, ils le sont absolument, mais parce que la relation naissante n'est peut-être pas encore le bon endroit pour les satisfaire. Et satisfaire vos besoins émotionnels dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, au bon moment, c'est une compétence qui change tout. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La question de l'attractivité après 50 ans. Et je vais vous dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que notre culture vous a enseigné. L'attractivité après 50 ans n'est pas une question de lutte contre le temps. Ce n'est pas une question de crème anti-âge ou de chirurgie esthétique ou de régime draconien. L'attractivité après 50 ans est une question d'énergie vitale, d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle. Les femmes les plus attrayantes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie professionnelle et personnelle n'étaient pas nécessairement celles qui correspondaient aux standards de beauté conventionnels. C'étaient celles qui avaient une énergie particulière, une présence, une façon d'entrer dans une pièce et de la remplir. Une façon d'écouter qui faisait sentir à l'autre qu'il était la personne la plus intéressante du monde, une façon de rire qui donnait envie de faire des blagues, une façon d'être qui donnait envie d'être à leur côté. Cette énergie, cette présence, elle ne se commande pas, elle ne s'achète pas, elle se cultive. Et elle se cultive précisément en travaillant sur les 7 choses dont nous avons parlé, en cessant de vous diminuer, en cessant de vous révéler de façon contre-productive, en construisant une vie que vous aimez, en vous percevant comme la femme de valeur que vous êtes, et en laissant cette perception transformer votre façon d'être dans le monde. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'utilise beaucoup dans ma pratique, le concept de l'abondance intérieure. L'abondance intérieure, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous vous sentez complète en vous-même, quand vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un autre pour vous sentir bien. Quand vous ne cherchez pas désespérément à remplir un vide avec une relation, quand vous êtes capable d'apprécier une relation pour ce qu'elle ajoute à votre vie plutôt que pour ce qu'elle comble dans votre vie. Cet état d'abondance intérieure est le fondement de toute relation saine et épanouissante, et il est aussi paradoxalement ce qui vous rend le plus attrayante. Parce que quand vous opérez depuis un lieu d'abondance, vous n'avez pas besoin de dire ces 7 choses que nous avons listées. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous diminuer, de vous révéler de façon excessive. Vous êtes simplement vous-même dans toute votre richesse et votre complexité. Et cela, c'est fascinant. Comment atteindre cet état d'abondance intérieure ? Je vais vous donner 5 pratiques concrètes tirées de la psychologie positive et de la thérapie cognitive que je recommande à toutes mes patientes dans cette situation. La première pratique, c'est la gratitude active. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, avant de penser à vos problèmes, avant de penser à votre ex ou à votre situation amoureuse, prenez 3 minutes pour identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Pas des grandes choses abstraites, des choses concrètes, spécifiques, présentes dans votre vie aujourd'hui, le café chaud du matin, la lumière qui entrait par votre fenêtre, une conversation agréable que vous avez eue hier. Ces petites reconnaissances quotidiennes recalibrent votre cerveau vers l'abondance plutôt que vers le manque. Et cela se voit, cela c'est récent dans votre présence. La deuxième pratique, c'est l'investissement dans vos passions.
pas pour faire semblant d'être occupé, pas pour montrer à votre ex que vous allez bien, mais parce que vous méritez une vie qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer avant que les contraintes de la vie conjugale ou familiale ne prennent toute la place? La peinture, la danse, l'écriture, la cuisine créative, le jardinage, la randonnée. Retrouvez ces choses, investissez-y du temps, de l'énergie, de l'enthousiasme et regardez comment cela transforme votre énergie globale. La troisième pratique, c'est la reconstruction de votre réseau social. La solitude que beaucoup de femmes ressentent après une séparation ou dans cette période de vie n'est pas inévitable. Elle est souvent le résultat d'un réseau social qui s'est rétréci au fil des années, souvent parce que la relation de couple avait pris toute la place. Reconstituez ce réseau. Appelez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Rejoignez des groupes, des clubs, des associations, pas pour trouver un homme, pour trouver des connexions humaines riches et variées. Ces connexions sont le fondement de votre abondance intérieure. La quatrième pratique, c'est le soin de votre corps, non pas par honte ou par obligation, mais par amour et par respect. Bougez votre corps parce que cela vous fait du bien, pas parce que vous voulez perdre du poids. Mangez bien parce que vous vous respectez, pas parce que vous suivez un régime. Dormez suffisamment parce que vous valez bien un sommeil réparateur. Prenez soin de votre apparence parce que cela vous plaît à vous, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Quand vous prenez soin de votre corps depuis un lieu d'amour plutôt que de honte, cela change radicalement votre énergie et votre présence. La cinquième pratique, c'est la thérapie ou le coaching si vous en avez besoin. Je le dis sans honte et sans ambiguïté, traverser une séparation, une période de solitude, une crise d'identité à 50 ans, c'est difficile. Et parfois, on a besoin d'aide professionnelle pour naviguer ces eaux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. Les personnes les plus épanouies que je connaisse sont celles qui ont su reconnaître quand elles avaient besoin d'aide et qui ont eu le courage de la chercher. Maintenant, revenons à quelque chose d'important que j'ai mentionné en passant et sur lequel je veux m'arrêter. La question de votre ex-mari ou ex-compagnon. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est au cœur de la douleur présente et je veux vous parler directement de cette situation. Si vous avez un ex avec lequel vous avez partagé des années, des enfants peut-être, une vie construite ensemble, et si cette relation s'est terminée, vous portez probablement un mélange complexe d'émotions. De la tristesse, de la colère, du regret, peut-être de l'espoir encore, peut-être de la peur de ce que l'avenir lui réserve versus ce qu'il vous réserve. Et peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, une certaine anxiété à l'idée qu'il puisse trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre pendant que vous êtes encore dans la douleur. Je vais vous dire quelque chose de difficile, mais de libérateur. Si vous vous concentrez sur lui, sur ce qu'il fait, sur qui il fréquente et sur son bonheur potentiel avec une autre, vous perdez votre énergie la plus précieuse. L'énergie que vous devriez mettre dans votre propre reconstruction, dans votre propre épanouissement, dans votre propre transformation. La meilleure vengeance, dit-on, c'est de vivre bien, mais je vais aller plus loin. La meilleure réponse à la douleur d'une séparation, ce n'est pas la vengeance, c'est la floraison. Devenir une version tellement plus épanouie, tellement plus rayonnante, tellement plus heureuse de vous-même que la question de lui ne se posait plus, pas parce qu'il n'a pas compté, mais parce que vous comptez tellement plus. Et voici le paradoxe magnifique que j'ai observé des dizaines de fois dans ma pratique. Les femmes qui se concentrent sur leur propre épanouissement, qui appliquent les principes dont nous avons parlé, qui arrêtent de dire ces 7 choses, qui construisent leur abondance intérieure, ces femmes deviennent tellement attrayantes, tellement rayonnantes, tellement complètes que souvent leur ex revient ou elles rencontrent quelqu'un de beaucoup mieux. Les deux sont possibles, les deux sont réels et les deux commencent par la même chose, votre propre transformation. Mais attention, et c'est important, si votre ex revient ou si vous cherchez à le reconquérir, vous devrez s'appliquer ces principes avec lui aussi. Vous ne pourrez pas recommencer la même relation avec les mêmes dynamiques. Vous devrez être une version différente de vous-même, non pas parce que vous n'étiez pas bien avant, mais parce que vous avez grandi, parce que vous avez appris, parce que vous méritez une relation différente, plus saine, plus équilibré, plus vrai. Et si la relation avec votre ex ne se reconstruit pas, si ce n'est pas ce que vous voulez, ou si ce n'est simplement pas ce qui arrive, alors sachez ceci, vous rencontrerez quelqu'un. Pas parce que je suis optimiste par nature, bien que je le sois un peu, mais parce que les données psychologiques et sociologiques le confirment. Les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui développent leur abondance intérieure, qui apprennent à communiquer de façon stratégique et authentique à la fois, ces personnes trouvent des relations. Pas toujours immédiatement, pas toujours facilement, mais elles les trouvent et ces relations sont généralement meilleures que tout ce qu'elles ont connu avant. Permettez-moi maintenant d'aller plus loin dans la psychologie masculine parce que je pense que comprendre comment fonctionnent les hommes est essentiel pour éviter ces 7 erreurs.
Et je vais vous parler de cela avec la même franchise que j'utilise avec mes patients masculins. Les hommes en général, et je parle en termes statistiques et psychologiques, pas en termes absolus, les hommes ont une relation à la vulnérabilité très différente de celle des femmes. Dans notre culture, les hommes ont été conditionnés à percevoir la vulnérabilité comme une faiblesse, pas tous, pas toujours, mais suffisamment pour que cela crée des dynamiques relationnelles très particulières. Et l'une de ces dynamiques, c'est que quand une femme se révèle de façon excessive et trop rapide, l'homme ne sait souvent pas comment répondre. Il n'a pas les outils émotionnels pour gérer cette quantité de vulnérabilité et sa réponse par défaut est souvent le retrait. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas du rejet, c'est de l'incompétence émotionnelle. Et cette incompétence, aussi frustrante soit-elle, est réelle et doit être prise en compte dans votre façon de communiquer. Voici ce que cela signifie concrètement. Quand vous voulez créer une connexion profonde avec un homme, vous ne le faites pas en vous révélant massivement, vous le faites en créant des conditions dans lesquelles il se révèle lui-même, en posant des questions. En écoutant vraiment, en valorisant ce qu'il partage, en créant un espace de sécurité dans lequel il peut être vulnérable à son rythme. Et quand il se révèle, quand il partage quelque chose de lui-même, vous répondez avec empathie et sans jugement. C'est ainsi que se construit la vraie connexion avec un homme, pas en vous déversant sur lui, mais en l'invitant à se déverser sur vous. Et cette compétence, cette capacité à créer de l'espace pour l'autre, à écouter vraiment, à poser les bonnes questions, c'est une compétence que les femmes ont naturellement en plus grande quantité que les hommes. C'est votre force. Utilisez-la. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle le pouvoir du silence. Le silence est l'un des outils les plus puissants et les plus sous-utilisés dans la communication interpersonnelle. Dans notre culture de l'hyperconnexion, du partage constant, de la transparence totale, le silence est devenu suspect. On pense que si quelqu'un ne parle pas, c'est qu'il cache quelque chose, qu'il est froid, qu'il n'est pas intéressé. Mais c'est faux. Le silence stratégique, le silence qui laisse de l'espace, qui crée du mystère, qui invite l'autre à remplir le vide, est l'un des outils les plus puissants de la séduction et de la connexion. Quand vous ne répondez pas immédiatement à un message, vous créez de l'anticipation. Quand vous ne remplissez pas chaque silence dans une conversation, vous créez de la profondeur. Quand vous ne partagez pas chaque pensée qui vous passe par la tête, vous créez du mystère. Et le mystère, je l'ai dit et je le répète, est l'un des fondements de l'attraction durable. Pas le mystère artificiel, pas le mystère calculé, mais le mystère naturel d'une personne qui a une vie intérieure riche et qui n'a pas besoin de la déverser sur tout le monde à tout moment. Voici un exercice pratique. Pendant une semaine, essayez de ne pas être la première à parler dans une conversation. Attendez, laissez l'autre initier et observez ce qui se passe. Vous serez peut-être surprise de voir combien de fois l'autre vient vers vous quand vous n'allez pas vers lui. Et vous comprendrez intuitivement la puissance de cette dynamique. Parlons maintenant d'un sujet connexe mais essentiel. La façon dont vous parlez de vous-même, pas seulement ce que vous dites sur vous-même, mais comment vous le dites. Le langage que vous utilisez pour vous décrire est un indicateur puissant de la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous vous percevez est directement transmise à ceux qui vous écoutent. Quand vous dites « je suis juste une femme ordinaire » ou « je ne suis pas très intéressante » ou « je n'ai rien de spécial à offrir », vous ne faites pas preuve de modestie. Vous faites preuve d'un manque de respect envers vous-même et ce manque de respect, les autres le perçoivent et le reflètent. Si vous ne vous trouvez pas intéressante, pourquoi quelqu'un d'autre vous trouverait-il intéressante ? A l'inverse, quand vous parlez de vous-même avec assurance et avec chaleur, quand vous partagez vos passions, vos valeurs, vos expériences avec enthousiasme, quand vous vous présentez comme la personne fascinante que vous êtes, les autres vous voient ainsi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance, et la confiance est universellement attrayante. Pratiquement, travaillez votre présentation de vous-même, pas un discours préparé et récité, mais une façon naturelle et enthousiaste de parler de qui vous êtes et de ce qui vous passionne. Entraînez-vous devant un miroir si nécessaire. Répondez à la question « Qui êtes-vous » en 2 minutes sans vous diminuer une seule fois. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est un exercice transformateur. Voici un autre aspect crucial que je veux aborder. La question de la réactivité émotionnelle, l'une des choses qui sabote le plus les relations naissantes ou les tentatives de reconquête, c'est la réactivité émotionnelle excessive. Réagir de façon disproportionnée à chaque signal, chaque absence de message, chaque changement de comportement. Interpréter chaque silence comme un rejet, chaque retard de réponse comme un désintérêt, chaque humeur de l'autre comme une réflexion sur vous. Cette réactivité émotionnelle, que les psychologues appellent parfois l'anxiété d'attachement, est extrêmement commune chez les personnes qui ont vécu des ruptures douloureuses ou qui ont une peur profonde de l'abandon.
et elle est compréhensible. Mais elle est aussi très coûteuse parce qu'elle crée des comportements, envoyer des messages en série, demander constamment des réassurances, interpréter les actions de l'autre de façon catastrophique qui repousse précisément les personnes que l'on veut attirer. La bonne nouvelle, c'est que l'anxiété d'attachement se travaille avec de la thérapie, avec des pratiques de pleine conscience, avec une meilleure compréhension de ses propres schémas émotionnels. Et quand elle diminue, tout change, vous devenez plus calme, plus stable, plus sûr de vous. Et cette stabilité émotionnelle est extraordinairement attrayante. Voici une pratique de pleine conscience que je recommande spécifiquement pour la réactivité émotionnelle. Quand vous sentez monter une émotion intense, une anxiété, une peur, une colère, une tristesse, en lien avec une situation relationnelle, avant de réagir, prenez 5 respirations profondes. Pas pour supprimer l'émotion, pour créer un espace entre l'émotion et la réaction. Dans cet espace, posez-vous ces questions. Est-ce que je réagis à ce qui se passe vraiment ou est-ce que je réagis à une interprétation? Est-ce que ma réaction va m'aider ou me nuire? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Et ensuite, répondez depuis ce lieu de clarté, pas depuis le lieu de la peur. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me semble fondamental et que j'aborde souvent dans mes livres, la différence entre l'amour de soi et l'égocentrisme. Parce que beaucoup de femmes, quand elles entendent parler d'amour de soi, de s'aimer en priorité, de s'aimer d'abord, ont une réaction de recul. Elles pensent, mais ce n'est pas généreux, ce n'est pas altruiste, ce n'est pas comme ça que j'ai été élevée. Et je comprends cette réaction. Parce que notre culture est particulièrement pour les femmes à glorifier le sacrifice de soi comme une vertu. La bonne mère est celle qui se sacrifie. La bonne épouse est celle qui met ses besoins de côté. La bonne amie est celle qui est toujours disponible. Et ce conditionnement est profond et douloureux. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aimer vraiment quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas être une présence forte et bienveillante pour ceux que vous aimez si vous êtes vide et épuisé. L'amour de soi n'est pas de l'égocentrisme, c'est la condition préalable à tout amour authentique. Et dans le contexte de ce dont nous parlons aujourd'hui, l'amour de soi est aussi la condition préalable à l'attractivité. Parce que vous ne pouvez pas projeter une image de femme de valeur si vous ne croyez pas vous-même en votre valeur. Vous ne pouvez pas maintenir le mystère et la dignité si vous êtes dans un état de manque et de désespoir. Vous ne pouvez pas attirer une relation saine si vous n'êtes pas dans un état sain vous-même. Alors aimez-vous. Pas de façon narcissique, pas de façon exclusive, mais de façon réelle, pratique, quotidienne. Prenez soin de vous, respectez vos limites, honorez vos besoins, valorisez votre temps. Et regardez comment cela transforme toutes vos relations. Permettez-moi de revenir sur les 7 choses que nous avons listées, mais cette fois en les abordant sous un angle différent. Non plus seulement ce qu'il ne faut pas dire, mais ce qu'il faut dire à la place. Parce que la communication est un système et si vous retirez quelque chose, vous devez le remplacer par quelque chose d'autre. À la place de parler de votre souffrance passée, parlez de votre croissance. Dites « j'ai traversé des choses difficiles qui m'ont vraiment fait grandir ». Dites « j'ai appris à me connaître de façon bien plus profonde ces dernières années ». Dites « je suis très différente de qui j'étais il y a 10 ans et cette différence me plaît ». À la place de critiquer votre corps, célébrez ce qu'il fait pour vous. Dites « j'aime bouger, ça me donne de l'énergie ». Dites « je prends soin de moi et je me sens bien ». Dites « j'ai appris à habiter mon corps avec plus de gratitude ». À la place de révéler votre solitude, partagez votre vie riche. Dites « j'ai des amis extraordinaires avec qui je passe du bon temps ». Dites, je suis en train de redécouvrir des passions que j'avais mises de côté. Dites, j'aime aussi mes moments de solitude, ils me ressourcent. À la place de décrire votre futur imaginaire avec quelqu'un, créez de la curiosité sur le présent. Dites, je vis vraiment dans le présent en ce moment. Dites, j'ai des projets qui m'excitent beaucoup. Dites, je découvre de nouvelles choses sur moi-même et c'est fascinant. À la place de signaler votre disponibilité totale, montrez que vous avez une vie bien remplie. Dites, je suis assez occupé cette semaine, mais je serais ravi de te voir vendredi. Dites, j'ai un engagement ce soir, mais demain je suis libre. Dites, j'apprécie vraiment notre temps ensemble parce que c'est du temps de qualité. À la place de détailler vos relations passées, restez dans le général et le positif. Dites, j'ai eu des expériences relationnelles riches qui m'ont beaucoup appris. Dites, je sais maintenant beaucoup mieux ce que je veux et ce dont j'ai besoin dans une relation. Dites, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu, même les choses difficiles, et à la place de révéler votre désespoir, montrez votre sérénité. Dites, je suis dans une belle période de ma vie, j'avance avec confiance. Dites, j'ai confiance que les bonnes personnes arrivent au bon moment.
Dites « Je suis bien dans ma vie en ce moment et j'accueille ce qui vient avec ouverture ». Ces reformulations ne sont pas des mensonges, elles ne sont pas des manipulations. Elles sont une façon de présenter votre réalité sous son meilleur jour, depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse. Et elles créent une dynamique radicalement différente dans vos interactions. Je veux maintenant vous parler d'un aspect que j'ai peut-être sous-traité jusqu'ici. La question de la communication non verbale. Parce que vous pouvez appliquer tous les principes que je vous ai donnés dans vos mots et les saboter complètement avec votre corps, votre voix, votre regard. La communication non verbale représente, selon les recherches en psychologie sociale, entre 60 et 80% du message total transmis dans une interaction. Ce que vous dites compte, mais comment vous le dites, comment vous vous tenez, comment vous regardez, comment vous souriez, comment vous respirez, tout cela compte encore plus. Une femme qui dit les bonnes choses mais qui les dit avec une voix hésitante, les épaules rentrées, le regard fuyant, n'aura pas l'impact d'une femme qui dit les mêmes choses avec une voix claire et calme, les épaules ouvertes, un regard direct et chaleureux. Le message verbal peut être très parfait, mais si le message non verbal envoie des signaux de peur, d'insécurité, de besoin, c'est le message non verbal qui sera reçu. Alors travaillez votre communication non verbale. Tenez-vous droite, non pas de façon rigide, mais de façon ouverte et présente. Regardez les gens dans les yeux, non pas de façon intimidante, mais de façon chaleureuse et directe. Parlez avec une voix posée et claire. Souriez quand c'est naturel, pas de façon forcée. Occupez l'espace que vous méritez d'occuper. Et voici quelque chose de fascinant que la recherche en neurosciences a montré. Adopter une posture de confiance, même quand vous ne vous sentez pas confiante, modifie réellement votre chimie hormonale. Cela augmente le cortisol en termes de gestion du stress et modifie les niveaux de testostérone de façon à vous faire sentir plus confiante. Autrement dit, faire semblant d'être confiante physiquement peut vous aider à le devenir réellement. C'est ce qu'on appelle la rétroaction corporelle. Et c'est une technique puissante et scientifiquement validée. Voici une question pour vous. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment bien dans votre peau. Vraiment confiante, vraiment présente, vraiment rayonnante. Comment vous teniez-vous? Comment vous parliez-vous? Comment vous regardiez-vous dans le miroir? Retrouvez ces postures, ces façons d'être. Pas comme un souvenir nostalgique, mais comme une ressource disponible maintenant. Je veux aborder maintenant quelque chose qui est directement lié à notre sujet principal, mais qui va un peu plus loin. La question de vos limites personnelles, émotionnelles, relationnelles, parce que l'une des raisons pour lesquelles les femmes disent c'est cette chose, l'une des raisons pour lesquelles elles se révèlent de façon excessive, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas de limites claires, ou parce qu'elles ont des limites, mais qu'elles ne savent pas les maintenir. Les limites ne sont pas des murs, les limites ne sont pas de la froideur. Les limites sont la définition de qui vous êtes, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas. Et une femme avec des limites claires est une femme qui se respecte. Et une femme qui se respecte est une femme que les autres respectent. Et une femme que les autres respectent est une femme qui est désirée. Voici comment les limites se manifestent concrètement dans le contexte de ce dont nous parlons. Une limite, c'est de ne pas partager des informations intimes avec quelqu'un qui ne les a pas encore méritées. Une limite, c'est de ne pas rester disponible 24 heures sur 24 pour quelqu'un qui ne vous offre pas la même disponibilité. Une limite, c'est de ne pas tolérer qu'on vous traite avec moins de respect que vous ne méritez. Une limite, c'est de ne pas sacrifier vos plans et vos engagements pour quelqu'un qui ne les respecte pas. Ces limites, quand elles sont claires et maintenues avec calme et fermeté, envoient un message très puissant. Elles disent « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je ne négocierai pas sur ce point ». Et ce message est profondément attrayant parce qu'il signale une personne ancrée, stable, sûre d'elle et c'est exactement le type de personne avec lequel les gens veulent être. Comment établir et maintenir des limites? C'est un sujet qui mériterait une vidéo entière et peut-être que je l'enregistrerai prochainement. Mais voici les bases. Premièrement, identifiez vos valeurs fondamentales. Ce qui est non négociable pour vous dans une relation, le respect, l'honnêteté, la réciprocité, le temps de qualité, quelle que soit votre liste. Deuxièmement, communiquez ces valeurs clairement et calmement, sans agressivité, sans excuse. Troisièmement, maintenez ces limites même quand c'est inconfortable, même quand l'autre résiste. Même quand vous avez peur de perdre la relation. Parce qu'une relation qui ne peut exister que si vous abandonnez vos limites n'est pas une relation que vous voulez. Maintenant, parlons d'un sujet que j'aborde souvent dans mes conférences et qui est directement pertinent ici. La différence entre la connexion et la fusion.
Beaucoup de femmes, en particulier celles qui ont été dans des relations longues et qui ont donné beaucoup d'elles-mêmes, confondent ces deux choses. Elles pensent que la vraie intimité, c'est la fusion totale, que pour être vraiment proche, il faut n'avoir aucun secret, aucune zone privée, aucun espace personnel, et cette croyance les pousse à se révéler complètement, immédiatement, excessivement. Mais la vraie intimité n'est pas la fusion, la vraie intimité c'est la connexion entre deux individus distincts qui choisissent de partager leur vie sans se perdre l'un dans l'autre. Deux personnes qui ont chacune leur propre identité, leurs propres passions, leurs propres amis, leurs propres zones privées et qui choisissent de se rejoindre dans un espace partagé tout en maintenant leur individualité. C'est cela la vraie intimité, et c'est cela qui est durable, sain et profondément satisfaisant. La fusion, à l'inverse, crée de la dépendance, de l'étouffement et finalement du ressentiment. Quand deux personnes se fondent l'une dans l'autre, quand l'une perd son identité dans l'autre, la relation devient une prison dorée, et les prisons, même dorées, finissent par être insupportables. Alors maintenez votre identité, maintenez vos zones privées, maintenez vos espaces personnels, non pas pour vous protéger de l'intimité, mais pour la rendre possible. Parce que l'intimité vraie ne peut exister qu'entre deux personnes qui sont pleinement elles-mêmes. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de plus pratique et d'immédiatement applicable. La question des conversations difficiles. Parce que dans toute relation, il y a des moments où vous devez parler de choses difficiles, des conflits, des malentendus, des besoins non satisfaits. Et la façon dont vous gérez ces conversations est déterminante pour la qualité et la durabilité de la relation. La première règle des conversations difficiles, c'est de ne jamais les avoir dans un moment d'émotion intense. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes blessé, quand vous êtes anxieuse, votre cerveau préfrontal, celui qui gère la pensée rationnelle et la communication nuancée, est partiellement désactivé. Et ce qui sort de vous dans ces moments-là est rarement ce que vous voulez vraiment dire, et rarement dit de la façon dont vous voulez le dire. Attendez que l'émotion se soit calmée, pas supprimée, calmée. Il y a une différence et ensuite aborder la conversation depuis un lieu de clarté et de calme. Commencez par exprimer votre ressenti avec des formulations en jeu, pas en tu. Dites « je me suis senti blessé » quand plutôt que « tu m'as blessé ». Dites « j'ai besoin de » plutôt que « tu dois ». Cette façon de parler réduit la défensivité de l'autre et augmente les chances d'être vraiment entendu. La deuxième règle, c'est de vous concentrer sur une chose à la fois. Dans les conversations difficiles, il y a souvent une tentation de tout mettre sur la table, toutes les griefs, toutes les frustrations accumulées. Résistez à cette tentation, concentrez-vous sur une chose spécifique, résolvez-la et passez à la suivante si nécessaire. Les conversations qui abordent trop de choses à la fois ne résolvent en rien et laissent tout le monde épuisé et frustré. La troisième règle, c'est d'écouter vraiment la réponse de l'autre. Pas pour préparer votre contre-argument, pas pour valider votre point de vue, mais pour vraiment comprendre sa perspective, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous pensez ce qu'il a tort. La compréhension mutuelle est la base de tout accord et vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous n'écoutez pas vraiment ce qu'il dit. Ces compétences de communication, je les enseigne depuis des années. Et je peux vous dire que les couples et les individus qui les maîtrisent ont des relations radicalement plus satisfaisantes et plus durables. Ce ne sont pas des compétences innées. Ce sont des compétences qui s'apprennent et qui se pratiquent et il n'est jamais trop tard pour les apprendre. Voici quelque chose que je veux vous dire maintenant et je veux que vous l'entendiez vraiment. Vous n'êtes pas responsable de toutes les difficultés que vous avez traversées dans vos relations. Certaines choses ne dépendaient pas de vous. Certains hommes n'étaient tout simplement pas capables de vous donner ce que vous méritez. Certaines relations étaient condamnées dès le départ pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec votre valeur ou votre attractivité. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites maintenant. De la façon dont vous vous relevez, de la façon dont vous vous reconstruisez, de la façon dont vous appliquez ce que vous apprenez. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. Le pouvoir de choisir comment votre histoire continue et votre histoire, permettez-moi de vous le dire, n'est pas terminée, loin de là. Les chapitres les plus intéressants, les plus riches, les plus profonds d'une vie se jouent souvent après 50 ans. Quand on a assez vécu pour savoir ce qui compte vraiment. Quand on a assez souffert pour apprécier le bonheur. Quand on a assez appris pour ne plus faire les mêmes erreurs. Vous êtes à l'aube de quelque chose de magnifique. Et ce que vous faites aujourd'hui, les choix que vous faites, les habitudes de ce que vous développez, les connaissances que vous intégrez, tout cela prépare ce chapitre magnifique. Alors ne gâchez pas cette opportunité en continuant à dire c'est cette chose. Ne gâchez pas cette opportunité en vous diminuant et en vous révélant de façon excessive et en opérant depuis un lieu de peur et de manque. Choisissez la force, choisissez l'abondance, choisissez la confiance, pas parce que c'est facile, mais parce que vous le méritez.
Revenons maintenant sur quelques aspects pratiques supplémentaires que je n'ai pas encore couverts et qui sont importants dans le contexte de ce que nous avons appris aujourd'hui. Parlons de la question des réseaux sociaux, parce que dans notre époque, les réseaux sociaux sont devenus un espace de communication majeur. Et les erreurs que nous avons listées se font aussi et peut-être encore plus souvent sur les réseaux sociaux que dans les Conversation en face à face. Publier sur les réseaux sociaux votre souffrance, votre solitude, vos insécurités, vos espoirs désespérés, c'est commettre ces 7 erreurs à grande échelle devant tout le monde, y compris votre ex, ses amis, ses proches, et cela crée une image de vous qui est exactement l'opposé de ce que vous voulez projeter. Les réseaux sociaux devraient être, si vous les utilisez, un espace de partage de votre vie telle que vous voulez qu'elle soit perçue. Vos activités, vos passions, vos moments de joie, vos réalisations, pas vos douleurs, pas vos manques, pas vos peurs, non pas parce que vous devez mentir sur votre vie, mais parce que les réseaux sociaux ne sont pas le bon endroit pour traiter votre douleur. Le bon endroit pour traiter votre douleur, c'est votre thérapeute, votre journal intime, vos amis les plus proches. Et si votre ex vous suit sur les réseaux sociaux, et il le fait probablement, laissez-le voir une femme qui s'épanouit, une femme qui a des activités, des amis, des projets, des sourires. Pas une femme qui souffre et qui cherche de l'attention. La première image est attrayante, la seconde est repoussante. Et vous avez le pouvoir de choisir quelle image vous projetez. Parlons maintenant d'un sujet que je trouve particulièrement important et qui est souvent négligé dans les discussions sur les relations. La question de l'amitié masculine. Beaucoup de femmes, après une séparation, ont tendance à s'entourer exclusivement d'autres femmes, ce qui est naturel et précieux. Mais il peut être aussi très utile d'avoir des amis masculins, des hommes avec lesquels vous avez une relation de confiance et d'amitié sans enjeu romantique. Ces amis peuvent vous donner un point de vue masculin authentique sur vos comportements et vos communications. Ils peuvent vous aider à comprendre comment les hommes perçoivent certaines choses. Et ils peuvent vous rappeler que les hommes, en général, ne sont pas vos ennemis, qu'ils ont leurs propres peurs, leurs propres insécurités, leurs propres besoins et que la compréhension mutuelle est possible. Je veux maintenant aborder quelque chose qui touche à la fois à la psychologie et à la biologie. La question de la vitalité. La vitalité, c'est cette énergie de vie qui se voit, qui se ressent, qui attire. Et la vitalité n'est pas réservée aux jeunes, elle n'est pas réservée aux personnes en bonne santé parfaite. Elle est disponible pour tout le monde, à tout âge, dans toute situation, à condition de la cultiver. Comment cultiver la vitalité? En dormant suffisamment, en bougeant régulièrement, en mangeant des aliments qui vous nourrissent vraiment, en passant du temps dans la nature, en riant, en créant, en vous connectant avec des personnes qui vous stimulent intellectuellement et émotionnellement, en ayant des projets qui vous enthousiasment, en apprenant de nouvelles choses, en sortant de votre zone de confort régulièrement. La vitalité est aussi directement liée à votre état mental. Les pensées négatives, le ressassement, l'anxiété chronique, le manque de sens, tout cela draine votre vitalité de façon mesurable. Et à l'inverse, la gratitude, l'optimisme réaliste, le sens, la connexion, tout cela augmente votre vitalité de façon tout aussi mesurable. Et voici ce qui est fascinant. La vitalité est contagieuse. Quand vous êtes vital, quand vous rayonnez cette énergie de vie, les gens veulent être près de vous. Ils veulent absorber cette énergie. Ils se sentent mieux en votre présence. Et cela vous rend irrésistible, pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes vivante, vraiment vivante. Je veux maintenant vous parler d'un dernier concept avant de conclure. Le concept de la patience stratégique. Dans notre culture d'immédiateté où tout doit aller vite, où les résultats doivent être instantanés, la patience est devenue une compétence rare et précieuse. Et dans le domaine des relations, la patience est souvent la différence entre le succès et l'échec. La patience stratégique, c'est la capacité à laisser les choses se développer à leur rythme naturel, sans forcer, sans presser, sans saboter par l'impatience. C'est la capacité à faire confiance au processus même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est la capacité à continuer à travailler sur vous-même, à maintenir vos principes, à projeter votre meilleure image même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Les transformations profondes prennent du temps. La reconstruction après une séparation prend du temps. Le développement de la confiance en soi prend du temps. L'établissement de nouvelles habitudes de communication prend du temps. Et c'est normal, c'est même sain. Les choses qui se construisent lentement et solidement durent. Les choses qui se construisent vite et superficiellement s'effondrent. Alors donnez-vous du temps, donnez-vous de la grâce, soyez patiente avec vous-même. Vous ne transformerez pas vos habitudes de communication du jour au lendemain. Vous ne reconstruirez pas votre confiance en soi en une semaine.
Mais chaque jour, chaque interaction, chaque choix conscient vous rapproche de la femme que vous voulez être et de la relation que vous voulez avoir. Et pendant ce temps, pendant cette période de transformation, continuez à vous nourrir de bonnes lectures, de bonnes conversations, de bonnes expériences, de bons moments, de bonne musique, de belles rencontres. Nourrissez votre âme autant que votre corps et votre esprit, parce que c'est cette nourriture qui vous donnera la substance, la profondeur, la richesse intérieure qui vous rendra irrésistible. Voilà, nous avons couvert ensemble aujourd'hui un territoire immense et important. C'est cette chose que vous ne devez jamais dire à personne. Votre souffrance passée exprimée de façon excessive, vos insécurités physiques, votre niveau de solitude dans toute son intensité, vos fantasmes détaillés sur l'avenir d'une relation, votre disponibilité totale et inconditionnelle, les détails de vos relations passées. Et votre désespoir face à l'avenir amoureux. C'est cette chose quand elles sont dites au mauvais moment, à la mauvaise personne, de la mauvaise façon, coûte votre pouvoir, votre mystère, votre attractivité et parfois votre relation. Et maintenant, vous savez pourquoi. Vous comprenez les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ces dynamiques. Et vous avez des outils concrets pour communiquer de façon différente depuis un lieu de force, de confiance et d'abondance. Mais je veux terminer par quelque chose d'essentiel. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui n'a de sens que si vous partez du bon endroit. Si vous faites ces changements uniquement pour reconquérir votre ex, ou pour attirer un homme, ou pour être perçu d'une certaine façon, l'effet sera limité et temporaire. Parce que les gens sentent l'authenticité ou son absence, ces changements doivent être faits pour vous, pour votre propre épanouissement, pour votre propre bonheur, pour votre propre croissance. Quand vous arrêtez de parler de votre souffrance de façon excessive, c'est parce que vous avez décidé de ne plus vous définir par votre douleur. Quand vous arrêtez de critiquer votre corps, c'est parce que vous avez décidé de vous respecter. Quand vous construisez une vie riche et passionnante, c'est parce que vous méritez cette vie indépendamment de toute relation. Et quand ces changements viennent de ce lieu authentique, ils transforment tout. Pas seulement vos relations amoureuses, toutes vos relations, votre relation avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues, avec vous-même. Et cette transformation totale, cette floraison complète, c'est ce que vous méritez vraiment. Vous êtes une femme extraordinaire. Pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous avez vécu, souffert, aimé, résisté, recommencé, parce que vous êtes encore là, encore debout, encore curieuse, encore capable d'apprendre et de grandir. Cela, c'est de la force. Cela, c'est de la beauté. Cela, c'est de la valeur. Et personne, aucun homme, aucune société, aucun standard culturel ne peut vous enlever cela. Alors sortez d'ici aujourd'hui avec cette conviction. Vous êtes précieuse, vous êtes désirable, vous êtes capable d'amour profond et d'être aimé profondément. Et les outils que vous avez aujourd'hui vous permettront de le démontrer au monde entier et surtout à vous-même. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec une femme qui en a besoin. Abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine j'apporte de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, de nouvelles perspectives pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante, plus riche, plus vraie. Et laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus touché dans cette conversation parce que vos retours me nourrissent et m'aident à créer le contenu qui vous correspond vraiment. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, vraiment soin de vous, parce que vous le valez largement.